Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le chancelier et Monsieur le chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui a lieu chaque année le mardi 25 octobre ou le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. Exceptionnellement cette année, celle-ci se tient un lundi. Ne voyez pas là un signe quelconque de chaos, sujet qui va nous occuper cet après-midi. Avant toute chose, l'usage veut que nous rendions hommage à nos confrères disparus depuis la précédente séance solennelle de rentrée. Depuis le 23 octobre 2018, nous avons perdu à l'Académie française François Veillergans, Michel Serres, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, parmi les membres, Véronique Schiltz, parmi les correspondants étrangers, Rainer Stadelmann. À l'Académie des sciences, parmi les membres, Roland Douce, Jean-Marc Fontaine, Jean Dercourt, Yves Couder, Georges David, Paul Anzanda. Parmi les associés étrangers, Michael Attia, Sidney Brenner, Aaron Klug, Jean Bourguin. Parmi les correspondants, Georges Pedro, Dominique Stellin, Michel Petit, Georges Cohen, Jacques Ricard. À l'Académie des Beaux-Arts, parmi les membres, Jean Cortot, Vladimir Velikovitch, Roger Taillibert. Parmi les associés étrangers, Yo Ming-pei, William Chataway. À l'Académie des sciences morales et politiques, André Damien, Jacques Boré, Bertrand Collomb, Son Excellence le cardinal Roger Etchegaray. Parmi les correspondants, Guy Tuillier, Maurizio Malaguti, Niki Goulandris, Pierre Ganadje, Denis Zabot. Parmi les associés étrangers, Jean Starobinski. Pour saluer leur mémoire, je vous invite à vous lever. Merci. Conformément à une coutume qui n'est pas si ancienne,
La séance solennelle de rentrée des 5 académies est organisée autour d'un thème choisi par le bureau de l'Institut de France, parmi ceux qui ont été proposés par les diverses académies. Après l'irrationnel en 2017 et l'étonnement en 2018, c'est le chaos que nous avons retenu cette année pour vous proposer les éléments d'une réflexion où les différents délégués des différentes académies apporteront chacun leur contribution conformément à leur spécialité et à celle de la compagnie qu'ils représentent. Au président de l'Institut revient le privilège de les introduire successivement et de prononcer quelques mots en introduction. Il ne m'appartient pas de dévoiler le contenu des discours qui vont suivre. Ils se succéderont dans l'ordre inverse de celui de la création des différentes académies, en partant de la cadette, l'Académie des sciences morales et politiques, et en finissant avec l'aînée, l'Académie française. C'est ainsi que vous entendrez successivement M. Jacques de la Rosière, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours intitulé « Comment nos sociétés suscitent-elles le chaos en bouleversant en permanence l'ordre établi ?» M. Dominique Perrault, délégué de l'Académie des beaux-arts, pour son discours intitulé « Le chaos, nature de notre nature ». M. Jacques Lascar, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours intitulé « Le chaos dans le système solaire ». M. Charles de Lamberterie, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Le chaos, histoire du mot ». M. Dany Laferrière, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Un art de vivre par temps de catastrophe ». J'appelle donc M. de la Rosière à la tribune. Chers confrères, vous avez la parole pour votre discours intitulé « Comment nos sociétés suscitent-elles le chaos en bouleversant en permanence l'ordre établi ?» Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, les dictionnaires convergent. Le chaos est un état de confusion générale, de désordre. C'est la violence, l'inintelligible. Il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. À l'origine, il y avait le chaos initial, celui qui a précédé l'ordre de la nature. C'est l'état évoqué par le poète des Trophées. Avant tout, le chaos enveloppait le monde où roulaient sans mesure et l'espace et le temps. On pourrait aussi décrire le chaos comme une suite de désastres d'origine extérieure, préoccupation majeure aujourd'hui des assureurs, des réassureurs. On peut également s'y intéresser comme à un phénomène scientifique désormais pourvu de sa propre théorie. Celle-ci, grâce à l'élaboration de modèles dynamiques non linéaires, vise à comprendre et à anticiper les aléas qu'on prenait encore il y a peu pour l'effet du hasard. Le chaos est censé reculer et le résidu inexplicable se réduire à mesure que s'allonge l'horizon de prévisibilité. Malgré l'intérêt de certaines de ces approches, je vais vous proposer une autre grille de lecture, peut-être plus en phase avec les préoccupations de l'Académie à laquelle j'appartiens. L'angle de ma réflexion est le suivant. Qu'est-ce qui conduit nos sociétés contemporaines à créer elles-mêmes du chaos en remettant constamment en question le bien-fondé de l'ordre établi? Je vais donner 3 exemples, non exhaustifs bien sûr, qui touchent à la monnaie, à la famille et à l'avenir de notre planète. D'abord, la politique monétaire et les taux d'intérêt négatifs. Je commence par la monnaie, ce qui pourrait vous surprendre, étant donné l'apparente technicité du sujet.
c'est que la monnaie, avant d'être un instrument de mesure, de règlement ou de réserve, est un des fondements de l'ordre social. L'objectif traditionnel de la politique monétaire était d'assurer la stabilité tant de la monnaie que du système financier. Mais depuis environ 2 décennies, sous l'influence de la Banque centrale américaine, la politique monétaire s'est assignée un objectif quantitatif d'inflation, plus simple, mais évidemment arbitraire, qui a fini par prévaloir sur la mission stratégique elle-même. C'est ainsi que les instituts d'émission du monde développé ont décidé de fixer l'inflation souhaitable à un niveau proche de 2% par an. Mais ce faisant, ils n'ont pas suffisamment prêté attention, me semble-t-il, à une évolution fondamentale, à savoir que le niveau des prix à la consommation tend à baisser sur le long terme sans entraîner pour autant le spectre de la déflation. Et il tend à baisser pour des raisons structurelles qui tiennent au vieillissement des populations, donc au déclin des gains de productivité et du taux de croissance économique, ainsi qu'à l'irruption dans notre espace commercial de produits à très bas salaire en provenance de pays comme la Chine depuis la mondialisation des échanges. Ces facteurs justifieraient plutôt un objectif de niveau d'inflation de l'ordre de 1%. Mais la fixation de l'objectif à 2%, qui va donc très au-delà de la réalité observée, pose en fait un problème majeur, quoique rarement discuté. Elle a conduit les banques centrales, cette fixation, à mettre en œuvre des politiques de création monétaire extrêmement généreuses et assorties de taux d'intérêt de plus en plus bas, afin de tenter d'atteindre leur objectif, pourtant trop élevé, peu réaliste, de 2% d'inflation. On a considéré, quelle que soit la faiblesse de son fondement scientifique, qu'une politique aussi libérale ne pouvait que favoriser la croissance économique. Le raisonnement est simple. Si le taux d'intérêt payé sur des obligations émises par un État ou une entreprise est égal ou inférieur au taux de croissance économique, le coût de l'endettement en termes réels devient nul ou même négatif. C'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des pays européens aujourd'hui. Mais cette doctrine audacieuse comporte des dangers manifestes. Elle n'est applicable que si les taux restent bas pendant longtemps, car s'ils venaient à remonter rapidement, les emprunteurs fragilisés par leur surendettement risqueraient de ne plus pouvoir honorer leurs dettes, comme ce fut le cas en 2007-2008. Mais plus longtemps les taux restent bas, plus le système financier s'affaiblit et plus les risques de crise s'accroissent. Les épargnants, à qui on inflige une rémunération nulle ou même, pour la première fois dans l'histoire, négative en termes nominaux, sont tentés de conserver leurs avoirs sous forme liquide et de s'abstenir d'investir dans la croissance économique puisqu'ils sont taxés s'ils le font. De fait, et contrairement aux attentes, cette politique n'a pas favorisé l'investissement, tout au contraire. On voit ainsi que le chaos peut être programmé par la volonté et l'imprudence humaine. En lançant une idée paradoxale et hasardeuse, comme celle des taux négatifs, on joue avec les lois les plus élémentaires. On ne devrait pas oublier, après tout, que ce sont les ménages qui fournissent par leur épargne en moyenne 80% des ressources financières d'une économie. Il est donc dangereux de les taxer au lieu de les laisser être rémunérés normalement selon les forces du marché. Quand une société fonctionne en fait selon le principe que tout problème peut être résolu par le recours à la création monétaire et à l'endettement, ce qui évite, espère-t-on, d'avoir à mettre en œuvre des réformes structurelles, principe appliqué systématiquement par notre pays depuis une quarantaine d'années, on ne fait qu'accumuler sur les générations futures des problèmes insolubles. Alors que la monnaie doit être stable, parce qu'elle est, comme le disait Montesquieu, je cite, « l'étalon qui mesure toute chose ». Fin de citation. On est arrivé à en faire une variable d'ajustement de la croissance dont la production sous forme de ce que Jacques Rueff appelait les faux droits paraît illimitée. Or, cette vision
n'a jamais fait l'objet d'un véritable débat démocratique. Elle est pourtant, à proprement parler, chaotique pour nos sociétés. Les instabilités créées peuvent, on l'a vu, s'amplifier très vite et provoquer des contagions fatales. Ce qui me gêne le plus dans ce processus largement décidé en vase clos, c'est que les objections ne sont guère prises en considération et que les nouveaux préjugés ne sont soumis ni à l'épreuve du débat public, ni à celle de l'observation expérimentale. Or là me semble être la vraie nature du chaos social. L'ordre nouveau ne se discute pas pour la bonne raison qui n'est pas discutable. Deuxièmement, les changements de mœurs et la famille. Pour des raisons de temps, je ne puis traiter le sujet comme je l'avais souhaité et ceux qui seraient intéressés pourront consulter mon texte initial. Je vais seulement évoquer un seul fait d'actualité. Je pense que la notion d'enfant procréé délibérément pour des couples homosexuels peut poser des problèmes. Comment assurer pleinement l'épanouissement de ces enfants sans risquer la survenance de manques affectifs? Le droit naturel de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère ne devrait pas s'effacer devant le soi-disant droit à l'enfant. La question mérite d'être posée et traitée sereinement et non esquivée au nom d'un présupposé dogmatique considéré a priori comme indiscutable parce que politiquement correct. L'Académie des sciences morales et politiques ainsi que l'Académie nationale de médecine se sont exprimés avec sobriété et clarté sur ces sujets difficiles. Troisièmement, l'environnement et l'avenir de la planète. L'homme et la société se sont fort peu préoccupés de la pollution et de la détérioration de l'environnement pendant la période du progrès technique triomphant, qui va en gros de 1850 à 1970. Ce qui importait était de produire toujours davantage et à meilleur coût, quelles qu'en soient les conséquences. C'était comme si la science, pourtant si puissante et inventive, s'était désintéressée des problèmes posés par une exploitation illimitée des ressources naturelles. De fait, la croissance économique des 150 dernières années s'est accompagnée d'une progression inouïe de la population mondiale, qui est passée de 1,5 à 7 milliards d'habitants, ainsi que d'une amélioration saisissante de nos modes de vie, surtout dans les pays les plus avancés. Mais elle a également, cette croissance, entraîné une augmentation considérable de l'émission des gaz à effet de serre, lesquels contribuent, comme on l'a mis en lumière dans les années 80, au réchauffement de la planète. Il est maintenant reconnu que l'activité humaine, production industrielle, combustion des énergies fossiles, développement des transports, déforestation, etc., contribue puissamment à la croissance de ces émissions. L'enjeu est immense. Si les choses continuaient de se dégrader sans aucun frein, le dérèglement climatique et la montée du niveau des océans entraîneraient des ravages inexorables dont seraient victimes des populations et des régions entières. La coopération internationale sur ces questions progresse, mais avec difficulté. Par sa nature, le sujet ne peut être traité que de façon planétaire, mais le cadre des négociations est inévitablement fragmenté en raison des rapports de force. Le défi requiert des mesures concrètes et coercitives, mais la décentralisation, le laxisme et l'absence de sanctions ne s'y prêtent guère. Le sujet est par définition global, mais le clivage nord-sud complique le débat. Revenons à la notion de chaos. Nous savons désormais que l'annonce d'un grave dérèglement climatique n'est pas une vue de l'esprit, ni la marque d'une inquiétude irrationnelle. Ce chaos progresse de plus en plus dangereusement et se manifeste de maintes façons. La probabilité des nuisances extrêmes qu'il pourrait un jour entraîner a fait l'objet de calculs objectifs. Nous entrevoyons plus clairement aujourd'hui les dangers du laisser-faire. Mais pour agir efficacement, il faudrait un régime universel applicable à tous qui interdirait donc aux gros pollueurs de bénéficier d'une prime anti-écologique. Il faudrait aboutir à un prix du carbone unique
avec une taxe payée par l'émetteur, où qu'il se trouve. Il faudrait obliger les entreprises polluantes à comptabiliser au passif de leur bilan le coût sociétal des nuisances qu'elles provoquent et établir par un traité international une autorité commune de contrôle disposant des pouvoirs de sanction. Ce sont là des défis immenses. Pour faire échec à la perspective d'un dérèglement climatique sans doute inéluctable, fût-il lointain, il faudrait mener à bien dès maintenant une négociation internationale dont le succès nécessiterait un niveau extrême de coopération et de volonté politique. Mais le nouvel ordre international qu'implique un tel projet est-il compatible avec nos modes de décision ? Ce sont l'imprévoyance, l'égoïsme et la préférence donnée au confort immédiat qui ont lentement conduit aux problèmes écologiques. Il faudrait que nos sociétés compensent en quelque sorte ces traits de comportement par des qualités inverses et aussi extrêmes de détermination, de vision politique à long terme et de sens d'une solidarité planétaire. Vaste programme. Au terme de cette évocation de certains chaos engendrés par notre société, que penser ? Une remarque paraît s'imposer. Si les solidarités sociales et intergénérationnelles s'affaiblissent, c'est en grande partie parce que notre société tend à accorder la prééminence absolue à la liberté individuelle et aux droits qui en découlent. Le modèle social gêne souvent l'exercice des libertés. Par exemple, si on repoussait, ce qui serait indispensable, l'âge légal de départ en retraite pour équilibrer les régimes de répartition et tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie, la réaction majoritaire des intéressés est hostile. Il en est de même des déficits publics. Plutôt que de les réduire par des mesures d'économie, on préfère les augmenter et recourir pour ce faire à l'endettement indéfini, quitte à sacrifier les générations de demain. Ces réactions de refus face à des réformes structurelles pourtant indispensables semblent dictées moins par des préférences doctrinales que par l'habitude de la facilité financière, le culte de l'individu et, en fin de compte, l'égoïsme. Nous sommes en présence, me semble-t-il, d'un phénomène particulier. C'est chaque sujet qui, en quelque sorte, cherche à prendre le pouvoir afin de déterminer son choix en cohérence avec sa vérité. C'est la prise en charge par chaque individu, non seulement de sa propre identité, mais aussi du système de valeurs qu'il préfère. Des valeurs nouvelles apparaissent, l'épanouissement personnel, l'absence de limites, de contraintes, l'invention, la cassure. Il ne s'agit pas seulement de se libérer de l'État et des multiples contraintes qu'il secrète, mais de promouvoir la subjectivité de l'individu. Ainsi, ce sont le foisonnement des initiatives, la déconstruction et par là même le relativisme qui nous sont proposés. C'est si vrai que les risques et le chaos engendrés par notre fragmentation sociale aboutissent à une conséquence paradoxale. L'État, qui a perdu de son autorité pour fixer les repères, est sollicité néanmoins par les citoyens pour les protéger, en appliquant le principe de précaution. Faute de pouvoir prévenir les risques en renforçant le climat social, le ciment social, l'État est appelé à garantir les effets désastreux de ces risques et souvent à les compenser financièrement. C'est le problème latent de l'aléa moral qui nous mine. De même, nous croyons nous protéger contre les aléas par l'accumulation de textes juridiques, et c'est le chaos normatif qui nous étouffe. Un de mes confrères, Olivier Houdet, a écrit ces lignes. Le principal point commun entre la psychologie de l'Antiquité et celle du Moyen Âge, qui préfigure la Renaissance et les siècles suivants, est la recherche de la vérité et, corrélativement, le souci permanent de corriger les erreurs et les dérives de l'âme humaine. Puis, avec le siècle des Lumières, ce fut la raison, au service de l'observation et de l'expérimentation, qui fut placée au centre de la pensée. » Fin de citation. Par contraste, depuis un demi-siècle, il semble que l'on assiste, en plusieurs domaines, à un retour de l'intuition, à la floraison d'idées reçues à la mode, ainsi qu'à une remise en cause souvent dépourvue de logique de l'ordre social.
Vivre sa vie prime sur vivre ensemble et assurer le destin collectif. J'hésite à faire mien l'espoir nostalgique de Gérard de Nerval. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. Mais au moins souvenons-nous, simplement, que la liberté et la dignité humaine dépendront toujours de notre aptitude à réfléchir et à nous détacher des idées toutes faites, et en particulier de celle éminemment dangereuse selon laquelle tous les sujets de désaccord se valent et donc ne comptent pas. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant à Monsieur Dominique Perrault, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours « Le chaos nature de notre nature ». Monsieur le chancelier, Monsieur le Président, Madame la secrétaire perpétuelle, Mesdames, Messieurs, s'il en est un parmi les arts de la création que tout semble opposé au chaos, ce serait l'architecture. L'architecture tiendrait le chaos à distance, s'érigeant comme rempart aussi longtemps qu'elle n'y céderait pas, consumée par de hautes flammes, s'effondrant sous les assauts ou cédant sous les soubresauts d'une terre capricieuse. Fin brutale et violente, inconnue, redoutée, le chaos serait plus largement l'autre de l'architecture. Du moins, ainsi a-t-il été pensé. Cet autre, dans notre histoire récente, ce serait cette nature, saisie à bout portant, au sujet de laquelle Le Corbusier écrivait que son aspect accidentel entrave nos principes fondamentaux et notre pratique fonctionnelle de l'ordre. Cet autre, ce serait ce désordre qui froisse notre dignité, comme l'indiquait encore le maître de l'architecture moderne. Cet autre, enfin, ce serait l'absence des constantes qui font partie de notre déterminisme et qui fondent ce sentiment nécessaire de sécurité. Cette purification que Le Corbusier appelait de ses vœux se parait d'atout guerrier, d'atour guerrier. L'instauration d'un ordre humain ne pouvait se faire qu'au prix d'un combat contre le chaos, d'une lutte contre nos inquiétudes qui s'y tapissent et nos peurs qui s'y abreuvent. La modernité, antidote face au chaos de la ville. J'en viens alors à me questionner de quel côté règne la terreur. Le désordre des grandes villes, qui inspirait ses réflexions sur l'urbanisme à l'architecte moderne, il y a près d'un siècle, ne s'est point affaibli. Au contraire. S'y ajoutent aujourd'hui les tremblements de la terre et des hommes, et davantage encore le déluge des données. Notre monde est assurément complexe et compliqué. Quand d'aucuns se trouvent pétrifiés par ce désordre auquel on donne le nom de chaos, d'autres croient y déceler une forme de sublime. Qu'ils nous apparaissent sous les traits de la catastrophe ou sous ceux de l'extraordinaire, sa charge dramatique nous mobilise autant qu'elle nous fige. Nous voilà, fascinés et fébriles, faisant face à des effets qui dépassent de loin tout ce que notre autocentrisme aurait pu laisser présager. N'est-il pas troublant que le temps du monde fini ayant commencé, comme nous l'a appris Paul Valéry, l'horizon semble pourtant se démultiplier. N'est-il pas étonnant que la terra incognita, ayant été intégralement cartographiée, mesurée, étudiée, s'ouvre devant nous autant de possibles, immenses en nombre et en puissance et en perspective? N'est-il pas extravagant que le monde fini nous apparaisse simultanément empli d'infini? Si d'aucuns ont décrit le grand tournant de la fin de l'histoire,
Je préfère penser, quant à moi, à l'entrée dans une nouvelle géographie. La dimension cartographique globale du monde dans laquelle nous avons pénétré ne requiert plus la même compréhension de l'ordre. Il ne s'agit plus d'ordonnancer ce que nous découvrons, mais de vivre avec ce que nous connaissons. Établie une fois pour toutes, la carte de nos découvertes a instauré en nous une relation introvertie au monde. L'architecture avait la tâche de nous organiser, ériger des murs, entrouver des rues, ménager des lieux où toute la vie humaine pouvait se déployer, où les échanges pouvaient advenir, les langues s'entremêler, les sciences, les arts, rêver la vie pour un jour devenir histoire. Aujourd'hui, quelque chose échappe, que nos géométries modernes ne parviennent plus à enserrer dans un système clos et bâti, que la dialectique de l'ordre et du désordre ne suffit plus à saisir. Nous évoluons désormais dans un univers où le numérique est certain, mais ses dimensions futures encore inconnues. Et si la numérisation nous semble aujourd'hui totale, elle se poursuit inexorablement, rompant avec toutes nos conceptions. Cette dernière en passe par des myriades de données non ordonnées, de bases et de réseaux qui défient notre compréhension traditionnelle de l'ordre et les rapports hiérarchisés sur lesquels nous fondions nos représentations et notre pensée. On pourrait nommer le chaos ainsi, cette matière et ces données mêlées, qui nous débordent. Il excède nos langages établis. Il ne se laisse plus réduire à des éléments premiers, mais en nuées de symboles et de valeurs. Pourtant, en lui l'intégrale des possibles, il trouble nos points de vue, excède notre relation au site, explose nos scénographies. Tout cela, tout simplement, dépasse l'entendement. Si pour penser ce chaos, d'aucuns, tel Michel Serres, filent la métaphore aquatique, j'aimerais, quant à moi, y penser comme à un sol, ou plutôt un sous-terrestre, à l'image de l'enfer de Dante qui combine déni et dégoût. Il recèle ce qu'on ne voudrait ou ne saurait penser, et ce qu'on ne souhaite pas affronter. Cet espace obscur où l'on rejette, intellectuellement et physiquement, ce que l'on ne saurait voir. Ce dessous, c'est l'impensable, l'insondable. C'est une masse informe, sans dimension, mais aussi sans limite. Il est impur, mélangé, plein de tourbes, et c'est bien là toute sa richesse. Ce terreau est hostile autant qu'il est fertile. Ainsi, le chaos nous apparaît alors sous un jour nouveau. Il est une terre productive et nourricière, un domaine fécond, pour qui apprend à le sentir, à le reconnaître, à le décrypter, puis enfin à le cultiver. Où tu tombes, tu fleuriras, nous murmurait l'ancien bon sens. Quel que soit le lieu, le climat, le nombre et l'ombre qui nous entourent, où tu tombes, tu fleuriras. Quelle leçon pour l'architecte, confronté au grand nombre, au bonheur inégaux des lieux, au code et au cadre bancal, aux complexités variables. Quelle leçon aussi pour l'artiste, pour l'écrivain, pour le photographe, le cinéaste, qui, plus que d'autres peut-être, travaille dans et avec le monde, parmi ses paradoxes, ses débordements et son hostilité. Si nous ne pouvons nous départir du chaos, il nous faut nous y enraciner, nous y inscrire profondément pour en faire germer des possibles, des avenirs au pluriel, impuissants mais toujours fascinés. Puisque nous y sommes, restons-y. Mais que cette acceptation ne soit synonyme ni de contemplation, ni de résignation. Restons-y, nous, inventeurs, pour que ce trop-plein fertile ne soit pas cédé à la seule administration de la complexité, à sa gestion quantitative, à sa réduction analytique. Je ne pense pas devoir vous dire ici combien je crois à la création essentielle. Je sais, pour parler de ce que je connais, que l'architecte ne se berce pas d'illusions au sujet du chaos.
Il comprend, malgré lui, qu'il ne pourra jamais l'organiser complètement. J'imagine qu'il en est de même pour les autres créateurs. Ils connaissent la richesse de cette masse informe, sans structure. Ils en savent y puiser sans l'épuiser, pour la faire éclore de tout, du sens, de l'histoire, de la culture, de la beauté. Ils savent, dans ce terreau, trouver des ressources auparavant invisibles pour inventer des programmes et des récits encore jamais pensés. Ils doivent donner une mesure à ce qui en était auparavant dépourvu. Se nourrir, se mouvoir, s'aimer et y vivre devient, semble-t-il, toujours plus ardu. L'une des questions qui animent aujourd'hui l'architecture et la communauté humaine tout entière est comment arriver à élargir notre monde, pour le rendre plus beau, pour y vivre durablement et pour qu'il y ait place pour tous et pour chacun. Dans ce contexte où la carte est complète et pourtant insuffisante, j'aime penser à l'acte de création comme à une épiphanie, capable de manifester une réalité voilée, séparée ou dissimulée. Il n'y a pas de lieu maudit. L'artiste, l'architecte, le poète sont ceux qui, en introduisant leur lumière, révèlent ce qu'on ne pouvait percevoir, et dès lors connaître. Dans leur façon de rendre compte, ils permettent de voir pour qu'une fois que l'on est vu, on ne puisse plus oublier. Relire, recycler, reconnaître, voilà autant de gestes qui intensifient le monde, qui le montrent fécond là où il semblait épuisé, le rendre clair là où il apparaissait irrémédiablement emmêlé. Le chaos nous oblige. Il nous oblige à nous reconnaître dans cet ensemble mélangé, à nous y identifier comme une part de nous-mêmes. Nous décelons notre propre figure dans cet amas insondable. Cela rend-il le chaos moins anxiogène ? Peut-être, peut-être. Cette nature n'en est plus une au sens naturel du terme. Elle entrelace irrémédiablement notre humanité avec son environnement dans ses manifestations matérielles et numériques. Cette nature déconstruite nous apparaît ainsi pour ce qu'elle est, la nôtre, au sens le plus profond. Nous l'engendrons autant qu'elle nous engendre, nous l'habitons autant qu'elle nous habite. Le chaos nous oblige à prendre position de façon têtue. Il nous pousse à établir un point de fixation, à s'y inscrire pour s'y enraciner, à articuler à partir de lui résistance et résilience. Le chaos nous oblige à inventer des dispositifs capables de qualifier le monde hors des cadres, hors des modes de distribution, hors des ordres et hors des géométries passées. Le dispositif, qu'il soit artistique ou architectural, m'apparaît comme ce qui peut mettre en place un ordonnancement pour un temps donné, un lieu donné, un climat donné. J'aimerais penser que chaque œuvre puisse être l'un de ces dispositifs qui nourrit de chaos et tout à la fois universel et particulier. Comme si chaque lecture pouvait altérer le poème, chaque regard charger la toile de teintes inédites, ou que chaque usage pouvait réinventer le lieu. Je citerai comme exemple un dispositif que le sculpteur américain Walter de Maria a installé en 1977 dans le haut désert du Nouveau-Mexique, The Lightning Field. 400 pieux de métal espacés de 220 pieds y composent une grille carrée d'environ 1000 de côté. Leur extrémité affûtée, toutes situées à la même hauteur, dessine un plan horizontal, virtuel, placé à quelques mètres de la surface du sol. Rien ne distingue ce morceau de terre de ses environs. Pourtant, le geste de Maria le qualifie. En inscrivant sur le sol vierge une mesure abstraite, l'artiste rend le site lisible. Cette œuvre, ce n'est presque rien, quelques tiges plantées dans une immensité. Pourtant, elle comporte une promesse, celle de faire exister ensemble le sol et le ciel au moment tellurique de l'orage, conduisant les éclairs en ordre et en lumière, géométrisant le chaos. Dès lors, il ne me semble pas déplacé de conclure en évoquant chaos,
la première des divinités de la mythologie grecque a émergé, à l'aube de la création, précédant la lumière. Chaos, c'est l'ouverture béante, le gouffre ou l'abîme d'où sortirent tous les dieux, les hommes et les choses. Dans les métamorphoses d'Ovide, le cosmos, le monde naissait de chaos, dépeinte comme une masse informe et confuse, boue primordiale mêlant dans un désordre total tous les éléments. La mer, la terre, le ciel devaient émerger de cet amas inerte, de cet entassement de semences de choses. Acceptons, en conclusion, chaos. Chaos est ce milieu nouveau dans lequel nous avons désormais pénétré. S'il nous paraît étrange et étranger, c'est que nous manquons encore de moyens, de mots ou d'imaginaire pour le saisir. Chaos précède la lumière. Il ne la nie pas. Il en incarne la promesse. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Lascar, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours « Le chaos dans le système solaire ». Monsieur le chancelier, chers collègues, mesdames, messieurs, il y a juste 30 ans, alors chargé de recherche de 2e classe au CNRS, je me portais candidat pour la 1re classe. Promotion quasi automatique, tellement insignifiante qu'elle a actuellement disparu, les 2 catégories ne faisant plus qu'une. Mon rapporteur m'assura que, vu la qualité de mon dossier, cela ne devait poser aucun problème. Je lui tends alors les épreuves de l'article qui allait être publié sous peu par la revue Nature et lui dis que j'avais un nouveau résultat. Je venais de montrer que le mouvement des planètes dans le système solaire était chaotique. La commission de spécialistes a eu lieu et je n'ai pas été promu. La réaction du jury, dont j'ai eu l'écho par la suite, fut essentiellement de dire « si c'était vrai, cela se saurait ». Et que, depuis la place, on sait que le mouvement des planètes est stable. Un peu décontenancé par ce résultat inattendu, je me suis plongé dans l'histoire de l'évolution des idées sur la stabilité du système solaire depuis Newton et Laplace. Alors il faut se replacer un peu dans l'époque des fins des années 80. Après les premiers travaux d'Édouard Lorenz en 1963, sur les équations de la météo, et de Michel Hénon en 1964 en dynamique galactique, les phénomènes chaotiques ont été identifiés dans de nombreux domaines de la physique. Une des manifestations les plus importantes de ce chaos, déjà connue de Henri Poincaré en 1899, est la grande sensibilité aux conditions initiales, le fameux effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il entraîner une tornade au Texas, dira Lorenz en 1972. Pourtant, même si à la fin des années 80, on admettait que certains petits corps du système solaire, astéroïdes, comètes, puissent avoir des mouvements chaotiques, il en était autrement des planètes. En 1988, dans sa recension d'un colloque consacré à la stabilité des systèmes planétaires, l'astronome Carl Murray énonçait « Notre système planétaire est sans doute stable, sous toute acception raisonnable de ce terme, sur une durée comparable à son âge. » Cette question de la stabilité du système solaire s'est posée dès l'énonciation de la loi de gravitation universelle par Newton.
La loi de Newton permet de retrouver les ellipses fixes de Kepler pour une planète unique autour du Soleil, Jupiter par exemple. Mais dès que l'on considère une deuxième planète, Saturne, la loi justement universelle annonce également que Saturne perturbe l'orbite de Jupiter. La grande question que Newton pose dans sa préface de son volume d'optique en 1706 est alors de savoir si ces perturbations entre les planètes vont déstabiliser le système. Donc je cite: « Toutes les planètes se déplacent d'une seule et même manière sur des orbites concentriques, à l'exception de quelques irrégularités qui peuvent résulter des actions mutuelles des comètes ou des planètes et qui sont aptes à croître jusqu'à ce que ce système nécessite une révision. » Pour Newton, les planètes évoluent selon la loi de gravitation, mais se perturbent et se dérèglent. Il faut alors une intervention divine pour les remettre en place. Ce n'est qu'au prix de cette action extérieure que Newton retrouve la stabilité du système solaire. Ceci n'est pas du goût de son principal rival, Leibniz, qui écrit en français à la princesse Caroline de Galles en 1715 « Monsieur Newton et ses sectateurs ont encore une fort plaisante opinion de l'ouvrage de Dieu. Selon eux, Dieu a besoin de remonter de temps en temps sa montre. Autrement, elle cesserait d'agir. Il n'a pas eu assez de vue pour en faire un mouvement perpétuel. » L'affaire est importante, puisqu'admettre un système solaire instable, c'est limiter la puissance de Dieu. La question occupera les plus grands mathématiciens du XVIIIe siècle et sera mise plusieurs fois à prix par l'Académie des sciences. Il faut dire que ce n'est pas sans raison que Newton envisageait l'instabilité du système solaire. Depuis Kepler, les astronomes avaient noté une discordance dans les mouvements de Jupiter et de Saturne. Les calculs ne permettaient pas de retrouver les observations anciennes des Chaldéens, transmises par Ptolémée dans son Almageste. Plus de 5 degrés séparaient les positions observées et calculées de Saturne, bien au-delà des incertitudes. Après les essais infructueux de Euler et Lagrange, ce problème des irrégularités de Jupiter et Saturne sera résolu par Laplace à la fin du XVIIIe siècle, en contradiction avec les observations. Laplace montre que la taille des orbites planétaires, et donc leur période, est invariante en moyenne. Il explique que les écarts observés sont dus à une simple oscillation dont l'amplitude est augmentée par la quasi-commensurabilité des périodes de Jupiter et de Saturne. Jupiter effectue presque 5 révolutions autour du Soleil, pendant que Saturne en fait 2. En intégrant ces termes dans ses calculs, Laplace est capable de retrouver les observations anciennes des Chaldéens à moins d'1 minute d'arc. La loi de gravitation universelle rend bien compte des mouvements des corps célestes dans leurs plus petits détails. C'est sans doute là l'origine du déterminisme chez Laplace. À partir de la loi de Newton et des observations présentes des planètes, Laplace a été capable de retrouver tout leur passé. Il pourra donc également prédire tout leur avenir. Laplace énonce cette vision dans la préface célèbre de son ouvrage sur la théorie des probabilités en 1814. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Cette foi dans la loi de gravitation et sa capacité de prédire
sera renforcée encore davantage avec la découverte de Neptune par Leverrier en 1846. Les calculs de mécanique céleste permettent de prédire le mouvement des planètes, mais les observations d'Uranus ne s'accordaient pas avec ces calculs et les écarts allaient en croissant. D'où l'hypothèse de l'existence d'une planète perturbatrice. Au prix d'un travail impressionnant, Leverrier démontre l'existence d'une planète nouvelle et en calcule la position, qu'il envoie à Berlin, où Gall et d'Arrest l'observent le soir même à moins de 1 degré de la position prédite. Ce triomphe du déterminisme et de la mécanique céleste va frapper les esprits. Triomphe de courte durée, car à la fin du XIXe siècle, Henri Poincaré démontre que le problème des trois corps n'est pas intégrable. Il met en évidence les zones que l'on appelle maintenant chaotiques et dans lesquelles les orbites peuvent présenter une très grande sensibilité aux conditions initiales. Zones tellement complexes qu'il refuse de les représenter. On sera frappé, dit-il, par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Il est cependant difficile de penser qu'il n'a jamais esquissé cette figure, que l'on peut aujourd'hui dessiner grâce aux simulations sur ordinateur, et qu'il décrit parfaitement dans tous ses détails. Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serrés. Chacune des deux courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier sur elle-même d'une manière très complexe pour venir recouper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. Pourtant, dans un article de vulgarisation qu'il publie dans l'annuaire du Bureau des longitudes pour 1898, intitulé « Sur la stabilité du système solaire », Poincaré n'estime pas que cette découverte des zones d'instabilité compromet la stabilité du système solaire. Il suppose que l'effet de ces instabilités est bien inférieur à celui des termes dissipatifs de marée présents dans le système. Dans son introduction, il n'exclut cependant pas que l'on puisse montrer un jour que le système solaire n'est pas stable. Je cite, « Les personnes qui s'intéressent aux progrès de la mécanique céleste, mais qui ne peuvent les suivre que de loin, doivent éprouver quelque étonnement en voyant combien de fois on a montré la stabilité du système solaire. L'étonnement de ces personnes redoublerait sans doute si on leur disait qu'un jour, peut-être, un mathématicien fera voir, par un raisonnement rigoureux, que le système planétaire est instable. » Après Poincaré, les mathématiciens poursuivent leur quête de stabilité pour le système solaire. Le célèbre théorème CAM, Kolmogorov-Arnold-Moser, montre qu'en dépit des zones d'instabilité mises en évidence par Poincaré, il subsiste des solutions régulières dont la densité augmente lorsque les masses planétaires diminuent. L'application de ce résultat au mouvement des planètes par Vladimir Arnold en 1963 sera à nouveau considérée comme une preuve de la stabilité du système solaire. Même si Michel Hénon fait remarquer qu'il exige des masses planétaires bien inférieures à la masse de l'électron. Une généralisation à un nombre quelconque de planètes a été récemment donnée par notre confrère Michel Hermann, décédé, encore une fois pour un système idéalisé où les masses planétaires sont extrêmement petites. Pour un système réaliste, la solution sera donnée par un calcul sur ordinateur que n'avait pas prévu Poincaré. Alors que le problème était encore hors de portée des méthodes numériques classiques, je parvenais à effectuer le calcul de l'évolution du système solaire sur 200 millions d'années en transformant les équations de gravitation en un système de 150 000 termes s'étalant sur 800 pages. Ces calculs montraient, comme pour les équations de la météo de Lorentz,
une grande sensibilité aux conditions initiales. L'erreur initiale étant multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Une incertitude de 15 mètres dans la position de la Terre devient seulement 150 mètres en 10 millions d'années, mais atteint 150 millions de kilomètres après 100 millions d'années. L'orbite de la Terre devient alors incertaine. C'est ce résultat que je présentais il y a 30 ans à l'incrédulité de la commission du CNRS. La situation est encore plus critique en raison des perturbations des planètes par les astéroïdes et en particulier par Cérès et Vesta. Ces corps ont un mouvement fortement chaotique résultant de leur rencontre proche. Leur trajectoire devient imprédictible après seulement 500 000 ans. Ceci constitue une incertitude incompressible dans les perturbations exercées sur les planètes, ce qui limite la prédictibilité de leurs orbites à seulement 60 millions d'années. En se heurtant à cet horizon de prédictibilité de 60 millions d'années, comment statuer sur la stabilité du système solaire pour des durées de plusieurs milliards d'années? Comment dépasser cette limite de 60 millions d'années qui paraît infranchissable? Il faut changer de perspective, ne plus chercher une trajectoire précise du système solaire, mais répondre en termes de probabilité. Dans une étude statistique portant sur 2501 trajectoires, toutes compatibles avec les observations actuelles, et qui ne diffèrent entre elles que de 0,38 mm dans la position de Mercure, 1% des trajectoires conduisent à une collision de Mercure avec Vénus ou le Soleil. Dans certains cas plus rares, on assiste même à une déstabilisation plus importante et Mercure, Mars ou Vénus peuvent entrer en collision avec la Terre en moins de 5 milliards d'années. Lors d'une telle collision, destructrice pour toute forme de vie sur Terre, on pourra se souvenir des mots de Poincaré. Il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Et je vais terminer par un petit film d'1 minute, qui est un résumé raccourci, montrant d'abord l'aspect tel qu'on pouvait le concevoir du système solaire à la fin du XVIIIe siècle, où les interactions entre les planètes font bouger les orbites, mais ne permettent pas les collisions entre les planètes. Donc ça, c'était la vision de Laplace et de Lagrange à la fin du XVIIIe siècle. Mais si on pousse plus loin les calculs et qu'on tient compte justement de ce que n'avaient pas pris Laplace et Lagrange en compte, c'est-à-dire la partie non linéaire, eh bien on peut arriver, pas en un temps court, mais ici après 3 milliards d'années, à des orbites dont l'excentricité a augmenté et on a à ce moment-là des intersections d'orbites. Ceci peut amener à des collisions et une collision entre planètes, c'est méchant. Et voilà ce à quoi pourrait ressembler une collision de Vénus avec la Terre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on se rappellera de la phrase de Poincaré, il peut arriver que de petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. Merci. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Charles de Lamberterie, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Le chaos, histoire du mot ». Monsieur le Président, chers consoeurs et chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour retracer l'histoire du mot « chaos », nous devons nous tourner vers la Grèce, notre mère à tous, et plus précisément vers la poésie grecque archaïque. Les Grecs se considéraient comme les héritiers de 2 grandes traditions. D'une part, la poésie épique, représentée par Homère,
et de l'autre la poésie didactique représentée par Hésiode. Pour eux, ces deux poètes avaient été contemporains et rivaux. Les philologues modernes, quant à eux, retiennent généralement le 8e siècle avant notre ère comme l'époque de la dernière mise en forme des œuvres qu'on leur attribue. Même si la question donne aujourd'hui encore lieu à discussion. Le mot chaos, chaos en grec, est inconnu des poèmes homériques, mais on le rencontre dans la Théogonie d'Hésiode, poème qui, au-delà de son titre, traite autant de l'origine du monde que de la généalogie des dieux. C'est une cosmogonie autant qu'une théogonie au sens étroit du terme. Après la traditionnelle invocation aux muses, Hésiode aborde le vif du sujet, à savoir l'apparition des éléments du cosmos depuis l'origine. Et il s'exprime en ces termes. « E toi men protista, chaos genek, autar epeita, gai eurus ternos, pantonedos, asphalos aiei. » Au tout début naquit chaos, puis terre au large flanc, demeure stable tous les êtres pour toujours. Et, quelques vers plus bas, Ec chaos ereboste melainete nux egenonto, nuctos daos aeterte kai emere exegenonto. De chaos naquirent Éreb et noire nuit, et de nuit à son tour sortirent éther et jour. C'est à dessein que j'ai recouru à une traduction rugueuse pour faire ressortir le caractère propre du texte grec. Quant au lexique, une remarque s'impose. Dans un poème cosmogonique, il est normal que des mots usuels de la langue soient personnifiés. Ainsi, la terre, la nuit, l'éther, c'est-à-dire le ciel toujours bleu, le jour, et un peu plus loin dans le texte, la voûte céleste, Ouranos. Mais il en va autrement du chaos et de l'Éreb. Les noms que donne le poète à ces entités de la mythologie reposent certes étymologiquement sur des lexèmes hypostasiés en personne, mais ils n'appartiennent pas au vocabulaire usuel de la langue et ont quasiment perdu leur statut de lexème. À la limite, ce serait une erreur de les traduire, même si, au départ, ils avaient bien une signification. L'Éreb, ce sont les ténèbres infernales, et le chaos, c'est l'abîme, le vide, voire le néant qui précède l'être. En grec même, le mot est apparenté de près à l'adjectif chaonos, poreux, vain, vide, plus lointainement à une série de formes verbales et nominales à initiales K qui tournent autour de l'idée de être ouvert, béant, sans consistance. Hésiode lui-même use d'un autre terme apparenté pour désigner la même réalité, à savoir chasma, gouffre, abîme, espace vide. Telle est la source de notre mot. Et il a gardé, jusqu'à l'époque moderne, l'empreinte du milieu dans lequel on en trouve le témoignage le plus ancien. Pour se limiter aux Français, nous percevons aujourd'hui encore la dimension cosmique du mot chaos, qui suscite l'effroi du fait qu'il comporte un élément qui nous dépasse, associé à l'énormité. On sent passer ici le souffle de la grande poésie qui nous vient des anciens, y compris dans les emplois techniques du mot. Un chaos de rochers évoque l'origine du monde. Dans la langue grecque, le mot est resté pour l'essentiel limité à la poésie, mais son emploi a évolué. Il en est venu notamment à désigner le monde souterrain. Les poètes latins, depuis Virgile, l'ont emprunté au grec. La consonne initiale « que » trahit le fait que ce n'est pas un mot proprement latin, en employant soit dans le même sens qu'Hésiode, soit pour désigner les ténèbres infernales. Et les langues modernes l'ont emprunté à la poésie latine. L'anglais est même allé plus loin que le français, puisqu'il tient d'Hésiode non seulement chaos, le chaos, mais aussi chasm, l'abîme, le gouffre béant. Ceci posé, un mot n'est jamais lié par son origine. Il a son histoire propre
imprévisible car lié à l'histoire particulière d'une culture. Lorsque nous employons le mot chaos, nous pensons moins au vide qu'au désordre, à la confusion. Et il en va de même lorsque nous parlons d'un état chaotique. Cet adjectif, bien qu'il comporte un suffixe emprunté au grec, est une création des langues modernes, remontant au XIXe siècle dans le cas du français. Le contraire du chaos, ce n'est pas la plénitude, mais l'ordre, l'harmonie. D'où vient cette évolution? Ici encore, nous devons remonter aux littératures de l'Antiquité. La théogonie d'Hésiode est connue pour avoir nombre de traits communs avec les cosmogonies du monde oriental, parmi lesquels une place importante revient au récit de la création du monde dans la Bible. J'en cite ici les 2 premiers versets, le tout début du livre de la Genèse, en traduction française, en admettant donc, à tort ou à raison, que l'hébreu est traduisible. Au commencement, Bereshit, en hébreu, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, tohu wa bohu. L'obscurité était au-dessus de l'abîme, théom. Comme vous l'aurez remarqué, le premier mot du texte hébreu, Bereshit, au commencement, rappelle de près le tour etoimen protista, en tout premier lieu, au tout début du passage d'Hésiode, quelle que soit la manière dont on doit expliquer cette similitude. À partir du IIIe siècle avant notre ère, une traduction de la Torah en grec a été entreprise en Égypte sous les rois Ptolémée, événement sans précédent qui a jeté un pont entre le monde juif et le monde grec pour aboutir à ce que nous appelons la Bible grecque des Septante ou Bible d'Alexandrie. Bien souvent, c'est moins une traduction de l'hébreu qu'une interprétation qui s'enracine dans une traduction exégétique. Voici le texte de ce passage en version grecque. En arche poiesen o theos ton uranon kai ten gen, edige en aoratos kai akataskuastos, kai skotos epano tes abusu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et inorganisée, et l'obscurité était au-dessus de l'abîme. Le grec dit autre chose que l'hébreu, ou plus exactement, il interprète l'original à sa manière. Avant la création du monde, tant que la terre était déserte ou informe et vide, il n'y avait ni présence visible, ni ordre. Cette relation entre les notions de vide et de confusion vient de ce qu'en grec, le mot cosmos, monde, signifie au départ mise en ordre, et aussi ornement, parure, ce que là nous a donné en français à la fois cosmique et cosmétique. Elle n'est d'ailleurs pas propre aux Grecs, car dans nombre de cosmogonies orientales, le Dieu créateur est celui qui met en ordre les éléments du cosmos. L'articulation est explicite à la fin du récit de la création dans la Bible grecque. Kai sunetelestesan o uranos kai ege, kai pas au cosmos auton. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toutes leurs ordonnances. Il faut noter ici le jeu visiblement voulu sur l'emploi du mot cosmos. Le cosmos étant un ensemble organisé, l'état de vide qui le précédait ne pouvait être que désordre, ce que nous appelons précisément le chaos. Nous sommes aujourd'hui encore les héritiers de cette tradition. L'ordre auquel s'oppose le chaos est notamment celui qui fait l'objet de la cosmographie. Ce n'est pas pour rien que l'un des champs privilégiés de la théorie moderne du chaos est l'étude du système solaire, par une mise en évidence des limites de la théorie classique selon laquelle les mouvements des astres obéissent à un principe de régularité. Notre confrère Jacques Lascar vient de nous en donner brillamment la preuve. De ce passage de la notion de vide à celle de désordre, nous avons un bel exemple, précisément par l'histoire du mot tohu-bohu, emprunt à l'hébreu biblique, attesté de le français médiéval. Le tohu-bohu, ce n'est pas du vide, ce serait même plutôt, bien au contraire,
un trop-plein de bruit, un tintamarre assourdissant. Cela évoque pour nous le brouhaha. Et on voit ainsi que dans ce champ du lexique, un rôle important revient à ce que, dans notre jargon de linguiste, nous appelons la fonction iconique des mots. Dans les mots tohu, bohu, brouhaha, chaos, la notion de confusion est exprimée par le timbre des voyelles, voyelles sombres et non voyelles claires, ainsi que par leur rencontre. Les éléments phoniques s'y entrechoquent de la même manière que les rochers, les glaciers et les ravins dans les romans de Jules Verne. Cet ensemble lexical, fait de pièces et de morceaux, mais qui en synchronie constitue un système cohérent, comprend aussi le mot « cohue ». L'histoire de ce mot est instructive. Au départ, c'est un mot breton qui désignait une halle, un marché. De là, comme dans le mot foire, l'idée de foule confuse, mouvement désordonné, tumulte. Ainsi Racine a-t-il pu écrire dans les Plaideurs un désordre, un chaos, une cohue énorme. Plus près de nous, la notion de tapage et de désordre est exprimée aussi par le mot chahut, qui n'est attesté que depuis le XIXe siècle et dont l'origine est obscure. En français contemporain, c'est un fait bien connu des linguistes, décelé en 1937 par Léo Spitzer dans un article de la revue Le Français moderne, que des interférences se sont produites entre le groupe de chaos, chaotique, et celui du verbe chaoter, secouer, être secoué, avec le dérivé inverse qu'est le substantif chaos, secousse. L'étymologie de ce dernier n'est pas établie avec certitude, mais, comme le disait Meillet, la tâche du linguiste est moins d'établir l'origine des mots que de retracer les voies qu'ils ont suivies. Au XXe siècle, tous ces termes se rencontrent avec une fréquence particulière dans les chroniques et les récits relatifs à la Première Guerre mondiale, ce qui se comprend aisément. Tous les contemporains ont décrit avec horreur l'aspect chaotique des terrains ravagés par la guerre, véritables images de fin du monde, ce qui est en continuité, d'une certaine manière, avec l'origine du monde. Mais une relation s'est opérée dans l'esprit des locuteurs entre les chemins chaotiques et le mouvement désordonné, chaotique, provoqué par les secousses. Ainsi, le maréchal Foch parle-t-il dans ses mémoires d'un, je cite, « terrain ravagé, chaotique et désertique ». Une faute courante, dénoncée par les puristes mais qui révèle un fait de langue, consiste à croiser les adjectifs chaotique et chaotique pour parler d'un chemin chaotique, écrit CAH. Cette confusion se comprend, car les trous d'obus provoquent un état chaotique des routes, comme on peut le lire dans une chronique en date de 1914. Et un véhicule chaotant avance K1, KA, expression qui, elle aussi, est d'origine obscure, mais qui s'est intégrée au même système, à la fois phonique et sémantique. Dans l'histoire contemporaine, c'est un fait bien connu que sous la Ve République, on attribuait au général de Gaulle la formule « moi ou le chaos », avec une variante « moi ou le néant ». Il s'en défendait et voyait là une malveillance de ses adversaires politiques. Cela n'empêche que, lors des fameux entretiens avec Michel Droit, qui ont précédé, en décembre 1965, le deuxième tour des élections présidentielles après le ballotage du premier tour, le général dénonce, je cite, « l'affreuse confusion d'autrefois », en précisant « le régime des partis, c'est la pagaille », état qu'il définit ainsi. On a vécu cela avant la Première Guerre mondiale. Ça allait K1, K. Comme vous le voyez, la vieille image du char de l'État est décidément inusable. Pour conclure, nous mentionnerons un autre avatar du mot gréco-latin « chaos ». Au XVIIe siècle, le médecin et chimiste flamand Van Helmont
voulu donner un nom propre à un corps qui n'était ni solide, ni liquide, mais consistait en une simple émanation, une vapeur invisible. Faute d'avoir à sa disposition une dénomination dans le vocabulaire scientifique existant, il forgea le mot « gas », par référence au chaos dont il est question dans les cosmogonies antiques. Cet élément inconsistant et invisible par nature, puisqu'il fait référence à un état du monde antérieur à l'apparition de la matière et de la lumière. En regard de la consonne qui du mot gréco-latin, qui note une aspirée sourde devenue ultérieurement spirante, le flamand a une spirante sonore re, dont la prononciation est proche de celle du gamma en grec moderne. Et à partir de là, le mot est entré dans les langues de l'Europe sous la forme gas, gaz en français, avec une initiale occlusive ge. L'héritage de l'Antiquité est donc encore bien vivant, y compris par des voies tortueuses et dans des domaines où on ne s'attendrait guère à en trouver des traces. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Dany Laferrière, délégué de l'Académie française, pour son discours « Un art de vivre par temps de catastrophe ». Bonsoir et vivant. Voltaire, dans son long poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, lance ce défi pour fustiger ces philosophes qui nous demandent de tout prendre avec sérénité, en écartant toute sensibilité qui pourrait dévoiler notre humanité. Et si vous composerez dans ce chaos fatal, ironise-t-il, une façon de leur dire qu'on ressent les choses différemment quand on se retrouve au cœur d'une catastrophe que quand on philosophe à bonne distance. Mais Voltaire n'avait pas terminé sa démonstration. Il entendait, par une simulation, leur faire apprécier un bref instant les ravages d'un séisme. Comme toujours, il est si rapide dans ses images qu'on l'imagine en train de filmer plutôt que d'écrire. Pour réaliser ce court-métrage, il se sert d'une caméra assez rudimentaire qui lui permet tout de même de donner au spectateur, le mot est de lui, l'impression d'être sur place. D'abord, il fixe l'image sur un très large plan, le temps que l'on s'acclimate avec l'événement. « Accourez », dit-il sous le même ton sarcastique qu'on lui connaît, contemplez ces ruines affreuses. Puis, il débute par un lent panoramique afin de bien montrer ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses. La caméra glisse pour s'arrêter sur une image qui nous attrape à la gorge. Zoom sur ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés. Les images défilent sans bruit et l'effet est plus saisissant. Puis, il monte légèrement le son pendant que des corps se tordent de douleur aux cris demi-formés de leur voix expirante. La morale arrive en voix off, comme toujours quand il s'agit d'une catastrophe de cette ampleur. Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Mais Voltaire n'est pas plus proche du séisme que ces philosophes qu'il cherche à ridiculiser. Les images, aussi terribles qu'elles puissent être,
ne sont pas l'objet principal du poème. Si le titre est long, poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome « tout va bien », c'est parce que son auteur cherche à dire d'entrée de jeu ses intentions. On est prévenu. Le tremblement de terre de Lisbonne n'est qu'un prétexte à sa démonstration philosophique. En fait, il fait pareil que ceux qu'il fustige. Je le dis sans hausser du col, car on ne peut trouver là matière à fierté. J'ai vécu le tremblement de terre de Port-au-Prince. Je constate aussi, avec une légère tristesse, qu'une expérience, aussi douloureuse soit-elle, n'a aucune incidence sur notre talent. J'étais donc à Port-au-Prince lors du tremblement de terre de la même puissance que celui de Lisbonne. Ayant été sur place ce jour-là, je peux vous assurer que Voltaire ne s'est pas trompé dans certaines descriptions. Par contre, quand on est à l'intérieur, on vit les choses différemment. Bien que conscient du concentré d'ironie et de sarcasme qui irrigue cette injonction de Voltaire, et vous composerez dans ce chaos fatal, je peux vous dire que c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais mon carnet et j'ai pu noter tout ce qui traversait mon esprit et mon champ de vision. J'étais logé dans l'œil de la catastrophe, avec la singulière impression d'être le seul en train d'écrire durant un pareil moment. C'est là que s'est joué mon destin d'écrivain. Si ce besoin de témoigner par écrit de ce qui se passe autour de moi se révèle un acte vain, alors la littérature n'aura plus aucun sens à mes yeux. La mort collective. On comprend bien que je n'ai pas les moyens intellectuels pour une aussi vaste entreprise, d'écrire un tremblement de terre. Voir s'envoler dans un épais nuage de poussière en 35 secondes une ville, sa ville natale, peut vous laisser sans voix. J'étais en train de manger dans le petit hôtel, le petit restaurant de l'hôtel où je séjournais, quand j'ai entendu un bruit de train, accompagné de trépidations sous la table, comme si des milliers de marteaux-piqueurs entreprenaient de saccager les fondations de la ville. De quoi s'agit-il, puisque Port-au-Prince n'a pas de métro? J'ai compris plus tard que durant un pareil événement, tout va aussi vite que le style de Voltaire, et qu'on ne dispose que de 8 secondes à peine pour savoir où on se trouve, ce qui se passe et ce qu'on doit faire sans tarder. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. L'ami avec qui je discutais voulait finir sa bière. On s'est précipité vers le centre de la cour pour se mettre à plat ventre sous les grands arbres. Il s'était déjà écoulé une quinzaine de secondes. J'entendais un sifflement de serpent et je voyais des immeubles se fendre en deux. Couché à plat ventre, je regardais passer un avion. Il venait de décoller quelques secondes avant la catastrophe. Un passager racontera plus tard que, jetant un regard par le hublot, il a vu disparaître, caché par un épais nuage de poussière, la ville qu'il venait à peine de quitter. Je m'attendais à tout moment à voir la terre s'ouvrir pour nous engloutir. Une panique verte qui remonte à une adolescence fiévreuse, alors que je passais mes journées au cinéma à me gaver de films d'épouvante. Puis, rien. Pas un craquement d'arbres secs, ni même
un cri dans cette ville si bavarde et émotive. On se relève doucement, sans imaginer que des milliers de personnes, 230 000 à 300 000, étaient restées au sol. J'ai vu le visage de mon voisin, celui d'un homme qui venait d'échapper à une mort certaine. J'imagine qu'il a vu dans mes yeux le même effarement et la même incrédulité. Et en même temps, tout au fond, cette petite lueur. Puis vint cette seconde secousse qui enlève tout espoir de sortir vivant d'une telle situation. J'avais perdu depuis un moment toute notion du temps, mais il m'a semblé qu'on avait eu 10 secondes entre les deux secousses, comme une parenthèse de bonheur pour savourer la vie. Toutes nos espérances s'étaient glissées dans ces 10 précieuses secondes. Mais curieusement, cette certitude de mourir et de mourir en même temps que tout le monde a effacé toute peur. La sensation aiguë, pour une première fois, de faire partie du cosmos. On ne peut mourir que si on est seul dans sa mort. La mort fait peur parce qu'on en a fait un acte si intime qu'on ne meurt que dans le silence. Mais là, les remous du train qui continue sa route sous notre ventre et les trépidations des milliers de marteaux-piqueurs nous a divertis de notre mort. Le sentiment presque libérateur qu'il n'y aura pas de témoins. Ceux qui foulent le sol de cette ville sont en ce moment morts ou vifs. Pas de spectateurs, donc pas de spectacle. Une volée d'oiseaux passe au-dessus de nos têtes en ordre régulier, comme pour nous rappeler que cette histoire ne concerne que ceux qui ne savent pas voler. Durant cette nuit, on a ressenti plus de 40 répliques, certaines à peine perceptibles, mais provoquant tout de même un tressaillement chez ceux qui dormaient à même le sol. La fleur. En arrivant à l'hôtel la veille, je suis allé saluer ces fleurs à très longues tiges, élégantes et fragiles, qu'on trouve au pied de l'escalier qui mène au terrain de tennis. Les 2 grandes secousses passées, je me suis dirigé à nouveau vers le petit jardin. C'était de ma part un geste étrange vu les circonstances. Mais je crois que c'était une intuition poétique qui m'y avait conduit. Les fleurs, toujours pimpantes, quand les immeubles n'étaient plus que des monticules de gravats. La fleur a résisté quand le béton est tombé. Mais d'où vient cette idée d'aller voir comment se portent les fleurs au milieu des décombres? L'explication n'est pas uniquement philosophique. Mon grand-père pensait nous mettre, mes cousins et moi, en contact avec la nature. On avait chacun un petit lopin de terre qu'il fallait faire fructifier en y plantant du pois et du maïs. Et chaque matin, mon premier geste était de courir au jardin pour voir si les graines avaient germé. Le miracle d'une minuscule graine qui parvient à percer la terre afin de voir la lumière m'a ébloui. Le style. Je comprends que le chaos produit toujours un nouvel ordre. De nouvelles structures se mettent immédiatement en place. Cela finit par influencer ma manière d'écrire, aujourd'hui si éclatée. Mais pour écrire, il m'a fallu d'abord reconquérir l'alphabet. Le choc du séisme fut si violent que j'ai eu peur de ne plus savoir raconter une histoire. En fait, je ne parvenais tout simplement pas à me concentrer. Écrire, c'est ordonner le chaos. En même temps, je rêvais que mes phrases et mes intuitions épousent plutôt les formes de ce chaos. J'écrivais des lettres, puis des mots,
ensuite des phrases sans suite. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai commencé à décrire ce qui se déroulait autour de moi. J'écrivais en me disant naïvement, pour me calmer, que le narrateur ne meurt jamais. Je serai vivant tant que je pourrai écrire, même au cœur d'une catastrophe. Écrire ou filmer. Cette question m'obsède jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années et de vies pourraient contenir 35 secondes? Et me voilà dedans. J'ai l'air de garder une certaine distance avec le côté tragique de la situation. Sachez que nous ne pouvons qu'imaginer l'ampleur des dégâts. Pendant quelques heures, on vivait le séisme suivant l'impact qu'il a eu dans notre quartier. Que dire dans l'espace étroit où nous nous trouvions? S'il y a beaucoup de morts dans votre quartier, vous avez l'impression que la ville est un amas de cadavres. Et s'il y en a peu, on remercie Dieu d'avoir épargné notre ville. C'est là que le regard de Voltaire se différencie du mien. Le sien est global, le mien local. On ne pourra prendre le pouls de la situation que quand les premiers journalistes arriveront, quand la caméra posera son gros œil sur la ville dévastée et montrera au monde l'immense gravat qu'est devenu Port-au-Prince. On se souvient de la caméra plutôt froide de Voltaire. Il ne connaissait pas les gens dont il se servait comme argument pour sa démonstration, ce qui n'est pas le cas de Villon, filmant les gibets de Montfaucon. Villon ne se départit jamais de sa tendresse pour ses frères d'infortune. Il ouvre son poème reportage par un magnifique plan large qui déborde le cadre de son siècle et nous atteint aujourd'hui encore. Frères humains qui après nous vivez. Gros plan ensuite sur le petit groupe de pendus. Vous nous voyez si attachés 5-6. Admirez ce nous. Il s'approche plus près encore jusqu'à filmer l'œil, pas le regard qui est une notion subjective. Est-ce la première fois que la caméra s'est approchée d'aussi près d'un visage humain dans la poésie française? Pie et Corbeau nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Tous les photographes de guerre savent que pour avoir la meilleure image, il faut s'approcher le plus près possible de la zone d'action jusqu'à en faire partie. D'où le nous de Villon. L'échelle. On entend subitement des hurlements. 2 petites filles prises au piège sur un balcon. Elles ne peuvent descendre que par en avant, là où il n'y a pas d'escalier. La maison, déjà fortement secouée, tombera à la prochaine secousse. Les petites filles hurlaient sans répit et sans une échelle, on n'arrivera pas à les atteindre. Un jeune homme, long et mince, qui passait par là, a tout de suite compris la situation. Il trouve rapidement une échelle. La plus jeune des 2 sœurs refuse de descendre sans sa mère piégée dans une pièce à l'intérieur. Elle finit par casser une vitre pour rejoindre ses filles. Malgré tout, la cadette refuse de descendre si sa mère et sa sœur ne descendent pas d'abord. C'est une petite fille de 9 ans qui a pris la direction des opérations sous le regard médusé de la foule au pied de l'échelle. Le jeune homme n'a pas attendu les félicitations. On s'est retourné, il n'était plus là. Un homme a lancé sur un ton admiratif que seul un voleur peut trouver si rapidement une échelle. Mais il n'y a plus de voleurs puisque tout est à ciel ouvert et que rien n'appartient à personne. Le Cayman Market. Juste à l'entrée de Pétionville, je vois les premiers corps par terre, bien rangés, les uns à côté des autres, 8 cadavres. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont morts, ni qui les a rangés ainsi. Ma raison d'écrire devient simple, ce sera pour jeter un drap blanc sur ces corps anonymes.
Le Caribbean Market, le plus grand marché couvert de la ville, s'est effondré en gardant prisonniers dans son sein de nombreux clients. Certains sont morts immédiatement, mais ceux qui se retrouvent simplement coincés peuvent tenir un long siège. Les gens craignent qu'en pénétrant dans les magasins pour s'approvisionner gratuitement, une nouvelle secousse, même légère, ne fasse tomber une poutre sur eux. Pendant plus de 24 heures, on a vécu sans aucune transaction monétaire. Parmi tous les dommages collatéraux provoqués par le tremblement de terre, c'est la disparition de l'argent qui m'a le plus surpris. Je n'avais jamais pensé que c'était possible. Les gens avaient encore de l'argent en poche, mais aucun achat ne se faisait. Le papier-monnaie était redevenu papier. La disparition de l'État. Les gens arrivent du bas de la ville, certains à pied, de plus en plus nombreux. Un couple de Français vient de laisser sa voiture encore en marche, portière ouverte, au milieu de la rue. Une nourrice leur apporte un bébé. Ils dansent avec le bébé. Une petite secousse interrompt la fête. Les nouvelles tombent comme si on était en guerre. On nous annonce la chute du Palais national, du Palais de justice, du ministère des Finances, du ministère du Plan, de la Cour supérieure des comptes, de la grande cathédrale de Port-au-Prince, de l'Université d'État, de l'hôpital général et d'un grand nombre de magasins du centre-ville, le corps de l'État par terre. Le chaos total. Quelqu'un a lancé que c'était la révolution, mais étonnamment, personne n'a pensé à prendre le pouvoir. Quelqu'un a dit qu'on avait enfin touché le fond, un rire fusa. Les corps semblaient tout à coup plus légers, plus aucune responsabilité, la faillite étant si évidente. On avait perdu en 35 secondes une incroyable somme d'expérience humaine. Un homme bien mis s'est assis alors au pied d'un arbre avant de défaire sa cravate. Demain. La nuit arrive sans cri et gare, comme toujours sous les tropiques. Les gens commencent à s'assoupir sur le terrain de tennis de l'hôtel où nous avions installé notre campement. On entend une petite fille demander à sa mère s'il y a classe demain. C'était la première fois que le mot « demain » était prononcé. On n'était pas à l'abri d'une nouvelle secousse importante et personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait alors. On entend une rumeur au loin. Un gardien nous dit que c'est une foule qui chante et prie. Les gens allaient sans destination, surtout ceux qui n'avaient plus de maison. Ils habitent le temps présent à défaut d'habiter un lieu. Enfin, demain. Des amis sont passés me chercher dans une Jeep. Je vais voir ma mère. On descend la route de Delma jusqu'à cette entrée qui mène dans le quartier de ma mère. Avant le tremblement de terre, cette route était difficile. Maintenant, c'est impraticable. Voici la maison du poète Franck Étienne. Une petite foule se tient devant la grande barrière rouge. Soudain, un cri. Le poète est vivant. On vient de le voir passer d'une pièce à l'autre. Rassuré, je continue ma route jusqu'au carrefour. Debout, au milieu de la rue, les bras en croix, une femme demande des comptes au ciel. On comprend vite qu'elle a perdu toute sa famille. Elle voit une cruauté dans le fait d'avoir été épargnée. Ils étaient tous à table. Elle est sortie chercher un plat qui cuisait dans la cour quand tout s'est mis à trembler. Elle a eu la présence d'esprit de sauver le repas. Quand elle s'est retournée, la maison était un amas de pierres. Elle veut savoir pourquoi Dieu ne lui a pas permis de mourir avec les siens. On attend qu'elle termine pour continuer notre route. On tourne à gauche. La maison de ma mère est au bout de l'impasse. Mon cœur se serre car je vois la montagne au loin, ce qui veut dire que toutes les maisons qui les cachaient auparavant sont tombées. J'arrive, ils sont tous là. Mes tantes, mon neveu, ma sœur, ma mère. Ma mère me saute dans les bras et me dit toute go qu'elle a vu un magnifique ciel étoilé l'année dernière. Elle n'avait pas dormi à la belle étoile depuis son enfance.
La voilà toute excitée. J'avais oublié l'impact d'un tel événement sur une femme de plus de 80 ans. C'est une énergie nouvelle, une fin et un commencement du monde. Elle m'a dit, j'ai tout vu dans ce pays. Les coups d'État à répétition, les dictatures héréditaires, les inondations successives, les cyclones annuels et maintenant un tremblement de terre. En rentrant à l'hôtel, on a croisé une voiture bourrée de jeunes gens qui nous ont lancé joyeusement « On salue les vivants ». Merci, chers confrères. Notre séance de rentrée s'achève en musique avec le quatuor à cordes de l'orchestre de la Garde républicaine.